Très émouvant de revenir là où tant d'hommes sont tombés pour rien, quoi. J'ai tellement vu de copains mourir que ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Là, là, vraiment, j'ai eu peur, vous savez. Hein? J'ai eu très peur parce que, officiellement, ça hurle. Ça hurle, hein? J'ai eu très peur en Belgique. Un jour, soit, j'en parle plus. On s'y fait, vous savez, on s'y fait. Nous avons eu très peur. Et à la fin, on a eu tellement peur qu'à la fin, on n'a plus peur de rien. Nous vivons en paix depuis 50 ans. La guerre n'existe plus qu'à la télé, avec des images qui viennent de chez les autres. Et pourtant, un jour, elle est passée devant nos portes. Un tourbillon d'une violence inouïe, des villes rasées en quelques minutes, des landaux dans les fossés, des chevaux éventrés. Cette barbarie, nos grands-parents, nos parents l'ont connue. Mai 40, le printemps le plus beau du siècle. Ce printemps-là a été un enfer dont on n'a pas idée, un enfer dont on a perdu l'idée. En mai 1940, la France a connu la raclée la plus terrible de son histoire. L'enchaînement des faits sur le terrain est mal connu. Les vraies raisons de l'effondrement ont été masquées par des images d'Épinal, des colonnes de Panzer traversant les champs de blé, doublant la cohue des charrettes et des vélos, des soldats blonds et souriants, en face desquels des soldats français fuyaient comme des lapins, des colonnes de prisonniers goguenards et soulagés, bref, une guerre propre et rapide. Ces images ont été répandues dans la mémoire collective par la propagande nazie et par le régime de Vichy. Ensuite, elles ont été reproduites au cinéma par des comédies bouffonnes. La réalité, au contraire, est effrayante de brutalité. On s'est beaucoup battu. Et elle est effarante d'absurdité, tant les erreurs du commandement français ont été nombreuses. Nos chefs affirmaient que l'armée française ne pouvait pas être vaincue. Elle est bousculée, balayée, anéantie en un mois. En quelques semaines, en quelques jours, dans le nord de la France, tout est joué. Comment cela? Pourquoi? Lorsque Hitler a envahi la Pologne en septembre 1939, la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Mais notre armée ne bouge pas. De septembre 1939 à mai 1940, elle vit crosse aux pieds, 8 mois d'une drôle de guerre, 8 mois de routine et d'ennui, à l'abri de la ligne Maginot. La fameuse ligne Maginot, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une fortification continue, mais une ligne de gros ouvrages espacés, entre lesquels courent des barrages anti-chars et stationnent des troupes d'intervalle. La ligne Maginot fixe ainsi 1 million d'hommes et la moitié de nos chars, c'est beaucoup. C'est d'autant plus qu'il faut protéger notre frontière du Nord, car la ligne est trop courte. Elle s'arrête au pied du massif des Ardennes, considéré comme un obstacle infranchissable. Des troupes allemandes sont pourtant passées par là en 1914. La ligne s'arrête là aussi, parce que, à partir des Ardennes, notre frontière n'est plus commune avec l'Allemagne, mais avec la Belgique, pays neutre. Nos dirigeants estiment que c'est une protection suffisante. La Belgique était neutre en 1914. Cela n'a pas empêché les Allemands de l'envahir pour envahir la France. Enfin, en 1939, notre stratégie est encore celle de la Grande Guerre, une guerre de position purement défensive. Les Français sont encore traumatisés par la saignée de 14-18. Seulement 20 ans plus tôt, des hommes vont à la guerre pour la deuxième fois. Les fils partent avec la mémoire du carnage que leurs pères leur ont transmise.
Ils acceptent la mobilisation avec une sorte de courage résigné. Et ce ne sont pas les longs mois d'attente de la drôle de guerre qui leur ont donné du ressort. Le 3 septembre 1939, pourquoi? Qu'on n'a pas attaqué à ce moment-là, il n'y avait pas d'Allemands aux frontières, tous étaient en Pologne. On avait une chance, disons, d'envahir la Ruhr ou l'Allemagne. Et pourquoi on l'a pas fait, à votre avis? Nous n'avions pas de Rommel dans notre état-major. Nos généraux avaient 70 ans. Hein? Et il y avait des généraux de 50 ans en Allemagne. Soudain, la guerre cesse d'être drôle. Tragédie en 5 actes. Cela commence avant l'aube, dans le silence, par un exploit. La prise du fort de Eben-Emal, qui défend la ville de Liège, et de 2 ponts sur le canal Albert, par des planeurs. Ce fort enterré, considéré comme le plus puissant du monde, est réduit à l'impuissance en un quart d'heure par une poignée de soldats. Le millier de soldats belges enfuis en dessous sont enfumés par des conduits d'aération et devront se rendre. Les nazis avaient le sens de la propagande. Leurs caméramans ont filmé, voire mis en scène leur guerre. Les Français avaient interdit les caméras sur le front et n'ont rien filmé. D'ailleurs, filme-t-on une défaite? Aussi, la quasi-totalité des images de ce mois de guerre est allemande. Les Allemands ont massé sur les frontières belges et hollandaises 1 million de combattants et 3000 chars. Ce sont à peu près les mêmes chiffres de notre côté. Mais tandis que nos troupes sont alignées en cordon sur 1000 km, les troupes allemandes sont concentrées sur quelques axes, en fer de lance, pour une guerre de mouvement. Les troupes belges et hollandaises connaissent un réveil brutal. Elles refluent presque aussitôt pour ne pas être écrasées. Ensuite, elles ne cesseront de reculer. En plusieurs vagues de 1000 appareils, la Luftwaffe cloue au sol les aviations belges et hollandaises. Elle déverse ses bombes sur les aérodromes et sur les nœuds ferroviaires français. Des parachutistes, une nouveauté, sont lâchés au-dessus des points stratégiques. L'attaque surprise est d'autant plus malvenue que la France sort d'une crise gouvernementale et l'Angleterre change de Premier ministre. Un homme fort arrive au pouvoir, Winston Churchill. On ne peut pas en dire autant du chef du gouvernement français, Paul Reynaud. Reynaud songeait à limoger le commandant en chef, Gamelin. L'attaque allemande sauve Gamelin. Le généralissime applique le plan prévu de longue date. Entrer en Belgique et créer une ligne de front au milieu de son territoire. Ce plan permettait de faire la guerre chez les Belges, au lieu de la faire chez nous. Il prévoyait donc que les Allemands attaqueraient par la Belgique. Les Allemands attaquent là où ils sont attendus. Parfait, Gamelin se frotte les mains. Dès 6h30, il donne l'ordre à 4 armées d'entrer en Belgique. Le grand état-major allemand se frotte les mains encore plus. Ses adversaires font exactement ce qu'il voulait qu'ils fassent. Se jeter dans le piège qu'il leur tend. En effet, quel est le plan allemand? Il propose de commencer par une attaque en Belgique, justement parce qu'elle va y entraîner l'entrée des troupes alliées. Mais la grande masse des panzers serait concentrée dans le sud, traverserait le massif des Ardennes là où on ne les attend pas, percerait la ligne de défense française là où s'arrête la ligne Maginot, puis foncerait vers la mer. Abbeville est l'objectif de ce coup de faux. Une fois la ville atteinte, les armées françaises, belges et anglaises seraient prises au piège. Il n'y aurait plus qu'à fermer le filet. C'est quasiment un coup de poker. Son as des chars, le général Guderian, est dans le coup. Alors Hitler fait sien ce plan.
Le piège peut marcher d'autant mieux que notre plan de défense néglige les Ardennes et envoie nos meilleures unités au nord, jusqu'en Hollande, donc très loin du point d'impact principal de l'attaque allemande. Les Allemands laissent monter ces unités. Pas une bombe de la Luftwaffe qui se déchaîne partout ailleurs ce jour-là. Pas une seule bombe ne leur coupe la route. Nous étions survolés par les Soukas. Les Soukas qui faisaient un bruit d'enfer en piquant sur nous. Jamais que nous avons été mitraillés par les Soukas. Ils auraient pu tirer sur nous. Mais non, on n'a jamais tiré sur nous. C'était des amis. Gamelin ne voit pas le danger. Il est ravi que ses troupes s'approchent en bon ordre des positions prévues. Au sud, les troupes belges ont reçu l'ordre étrange de se retirer des Ardennes pour laisser la place aux Français qui n'y sont pas encore arrivés. Les avant-gardes allemandes peuvent occuper le terrain vide en toute tranquillité. Les troupes de la 9e armée française tardent en effet à arriver dans les Ardennes car les véhicules manquent. Et puis il y a au-dessus l'aviation allemande. Les Stuka font leur entrée en scène, jettent les hommes dans les fossés. Pour des raisons incompréhensibles, nous n'avons quasiment pas de batterie antiaérienne. Et notre aviation, dispersée sur tout le front, est quasiment absente. Nous n'avions presque pas d'avions. La preuve, c'est qu'on n'envoyait pas les avions allemands, mais on ne voyait pas d'avions français. Vous n'avez jamais vu la chasse française? Jamais. Même en Hollande, j'ai jamais vu d'avion français. Mais parce qu'il n'y avait pas d'avion. Les Allemands avaient 3 ou 4 fois plus d'avions que nous. On nous a interdit de tirer. Pourquoi? Il ne fallait plus tirer sur les avions. Parce qu'il ne fallait pas attirer l'attention des avions, comme s'ils ne nous voyaient pas. Hein. Au début, l'aviation franco-britannique est dirigée en priorité contre les ponts qui n'ont pas été détruits ou les pontons flottants des Allemands, comme à Maestricht. Ce baptême du feu est tragique. Un appareil sur 3 ne revient pas. Nous ne savions pas que les Allemands avaient une artillerie antiaérienne aussi importante et efficace. La Flak a fait du baltrap. D'autant plus que le principal appareil d'attaque français était conçu pour le vol rasant. La DCA allemande l'a chassé du ciel dès la première rencontre. L'armée hollandaise est laminée. Elle va bientôt capituler. À Breda, certains de nos soldats sont face aux Allemands, qui viennent les observer d'assez près. Personne ne tire. Mais les Allemands, certainement, ils n'avaient pas l'ordre d'attaquer. Ils nous surveillaient avec les sitcars, à tel point que je disais au capitaine, nous avons des fusils mitrailleurs qui sont vraiment au point. À 200 mètres, on peut les foutre en l'air, les sitcars allemands. Ah non, surtout pas. Il ne fallait pas tirer. On se demandait même s'il y aurait eu une guerre. C'était la guerre pourtant. Vos officiers n'avaient pas l'ordre du quartier général de tirer. Ah non. Pendant ce temps, la Wehrmacht pénètre dans Liège. Sur la place de Breda, il y avait un camion français avec toutes les musiques dedans parce qu'on devait faire concert à Breda. Pour les habitants et pour nous. Imaginez les Allemands quand ils ont ouvert les portes, qu'ils ont vu des instruments de musique. La situation en Belgique est si mauvaise que le commandement français stoppe ses opérations dans le sud de la Hollande. À peine sont-elles arrivées que nos troupes sont sommées de se replier en Belgique. Cette fois, elles repartent sous le pilonnage de l'aviation allemande. C'était la pagaille complète. On se dirigeait vers le sud, hein, et on rencontrait des régiments ceci, des régiments cela. Ah, toi, tu es de mon régiment, on va faire le recul ensemble, etc. Tout ça à pied. Tout ça à pied. Mais alors, en abandonnant du Tout. matériel? Tout. C'est-à-dire?
C'est-à-dire nos camions, un canon de 25 avec la chenillette. C'est là, au centre de la Belgique, que nos fantassins se trouvent face à une force mécanisée, comme le monde n'en avait alors jamais vu. Quand on avait arrivé les chars, c'est très très impressionnant. Là, les copains ils ont essayé de tirer sur ces chars avec nos fusils, c'était pas la peine. Ou alors, il faudrait avoir eu des bazookas ou quelque chose comme ça pour lui tirer dessus, qu'on n'en avait pas. Hein. On avait eu des grenades, mais c'était pas suffisant. Et les chars sont arrêtés à 25 mètres, ils ont commencé à nous tirer dessus. Dans les Ardennes, le retard dans la mise en place des unités s'aggrave. Les fins de parcours se font à pied. L'arrivée du matériel tarde à cause de l'exode qui obstrue les routes. Dès le premier jour de la guerre, en effet, les civils belges se sont mis à fuir. Le 12 mai 1940, les populations des petits villages des environs est prise littéralement de panique en souvenir des faits qui se sont déroulés en 1914-18. On sauve. On sauve parce qu'on a peur des Allemands. En 14, ils avaient brûlé les maisons. Et ils tuaient les bêtes, hein. Ah oui, tuaient les bêtes pour manger. Il fallait qu'ils mangent, il fallait qu'ils boivent. Ils vidaient les caves à vin, hein. On a fait comme tout le monde. Sans regret, les vaches étaient on ne sait où, le chien était là, les cochons étaient enfermés. On est parti. Tout à l'abandon, monsieur, comme ça. Maman a simplement pris la clé, l'a mis dans son tablier, c'est tout. Tout restait comme ça. Fenêtre ouverte, le poêle allumé, tout. Et tout possesseur d'un moyen quelconque de locomotion, une charrette, une brouette, n'importe quoi, se sauve. Et il passe la frontière, en même temps que les Français qui refluent. Il y avait des colonnes entières de soldats français qui étaient montés pour prendre, disons, certaines positions dans le sud de la Belgique. Et ils n'ont pas eu le temps de se mettre en place. Ils ont été débordés par les colonnes de blindés allemands. Ils ont reçu l'ordre de repartir. Ils ont reçu l'ordre de repartir. Dans les Ardennes, le 12 mai au soir, 7 divisions Panzer s'approchent de la Meuse, quasiment incognito. Et pourtant, depuis le 10 mai, les colonnes allemandes, 40 000 véhicules, chars, automitrailleuses, camions, ont traversé le Luxembourg et les Ardennes belges en suivant un réseau de 4 petites routes. C'est un des plus fantastiques embouteillages de l'histoire. Les convois sont bloqués sur 250 km. La nuit, ils avancent tout feu allumé. Nos avions d'observation n'ont pas pu ne pas remarquer ces longues tentacules. Quelle cible! Et pourtant, pas une seule attaque aérienne alliée n'est venue prendre ces colonnes en enfilade. C'est que notre grand commandement vivait avec l'idée que le massif forestier des Ardennes ne pouvait être traversé par une armée mécanisée. Notre état-major souffrait d'une maladie grave, le mépris du renseignement. Il aurait pourtant suffi d'aller sur place et de voir. Les Français avaient fait sauter le pont ici. Ils ont traversé le village. Il y avait une pâture qui était libre à 100 mètres d'ici. Ils ont traversé, ils ont pratiquement fait 2 voies de roulement. Ils ont traversé la rivière qui était peu profonde et ils sont montés à travers ce champ. Il y avait un flot donc ininterrompu de camions, de canons et de militaires. Après avoir passé la rivière Semois, l'avant-garde des chars est passée par ici et a continué par ce chemin forestier que vous voyez ici de côté. Notre grand état-major ignorait que les forêts des Ardennes sont exploitées, que de ce fait elles sont striées de chemins, certains empierrés, que les arbres y forment une couverture parfaite, et que par beau temps, les traversées pouvaient être une simple promenade militaire. Nos chefs pensaient que si par extraordinaire, les blindés allemands franchissaient les Ardennes, comme le disait Pétain, il sera toujours temps de les coffrer à la sortie. Mais face à cette division Panzer, face à des professionnels aguerris menés par des chefs comme Rommel et Guderian, qu'on voit ici à Bouillon, diriger la construction d'un ponton. Nous avions aligné la 9e armée, la moins bien équipée, composée de réservistes âgés,
d'appeler sans expérience, d'autant plus sans expérience que pendant la drôle de guerre, beaucoup n'avaient même pas reçu d'entraînement. En 1939, vous savez comment que ça s'est passé, la drôle de guerre. On a resté 6 mois sans aucun entraînement. Et on n'a jamais tiré au fusil pendant les 6 mois. On attendait que les Allemands reviennent de Pologne pour faire la guerre. Les Allemands ne revenaient pas. Alors on attendait, nous. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faisiez pendant la drôle de guerre? On s'amusait au football. Ou on dansait avec les filles dans les bistrots. On était jeunes, hein. Ou on nous demandait si vous ne voulez pas aller en congé. Et je vous donne 10 jours de permission. On ne savait pas quoi faire de nous. Le 12 mai au soir, les fantassins de la 9e armée arrivent au bord de la Meuse, à travers bois, pour échapper au bombardement des Stukas. Ils sont épuisés, affamés. Pire que tout, ils sont sans liaison, sans instruction. 2 secteurs sont dégarnis de troupes, alors que les Allemands sont en face. La Meuse est un obstacle anti-char naturel, à condition que tous les ponts aient été détruits. Ce qui a été fait, mais pas les écluses. Or, certaines de ces écluses sont surmontées d'une passerelle et franchissables à pied. Les fantassins allemands ne s'en privent pas. Ils passent la nuit sur la rive gauche, dans un secteur où il n'y a personne. En d'autres endroits, les Allemands traversent la Meuse tout simplement en canoë pneumatique. À l'aube, les Allemands tiennent 3 têtes de pont. Le génie assemble des pontons flottants pour permettre aux véhicules de passer. Ces poches sont vulnérables, on tente de les reprendre. Les Allemands s'accrochent comme des forcenés et tiennent grâce au soutien de la Luftwaffe. Les Stukas sont utilisés comme une artillerie aérienne au service des troupes au sol. Quand elles rencontrent un obstacle, les Stukas viennent à la rescousse et bombardent en piqué. Ces frappes affectent le moral des troupes, provoquent les premières débandades. Ça rend fou le piqué des Stukas avec leurs sirènes. C'était terrible. Terrible, terrible, terrible. Un hurlement inimaginable. Ben, je devais trembler, hein. Il n'y a pas la peine que je raconte d'histoire. Tous les gens, il y avait des civils avec nous, il n'y avait pas que des militaires. Sauvés dans les prairies, dans les fossés. Ah, et puis il y avait des morts. Ah, moi j'ai vu des morceaux de cadavres dans les arbres. Des bombes qui tombaient. Nous, là, je suis là, donc j'ai eu de la chance. Et puis là, à Sedan, sur 3 autres petits kilomètres, se joue le sort de la guerre. Malgré nos défaites dans cette ville en 1870, en 1914, face au même ennemi, Sedan n'est quasiment pas protégé. Pas de lignes Maginot, pas de blocos sérieux, pas de DCA. 800 bombardiers se déchaînent. Les panzers sortent déjà de la forêt et foncent vers le fleuve. Les Stukas pilonnent nos soldats sur l'autre rive. Protégés par la fumée des explosions, les fantassins allemands franchissent le fleuve en masse et s'installent dans une poche de 20 km². Notre commandement devrait tout faire pour la reprendre. Mais Gamelin, qui n'est jamais sur le terrain pour se rendre compte, ordonne de colmater d'abord avant de contre-attaquer. C'est la règle. Guderian profite de ce répit pour faire passer ses chars exactement au même endroit qu'en août 14,
devant cette même usine, dont les murs cachent le lieu de passage, auquel le commandement français n'a pas jugé bon d'accorder une défense particulière. La situation à Sedan fait mijoter une panique. Dans les états-majors français, on devient incapable de réfléchir. L'affolement des officiers se propage aux troupes. À Bulson, bien en arrière des premières lignes, des fuyards qui viennent de la Meuse annoncent que des chars ont franchi le fleuve. Pour le moment, c'est faux. Mais abandonnant leurs canons, des artilleurs prennent la poudre d'escampette. Bientôt, des milliers de fantassins se sauvent, sèment le désarroi jusque dans le poste de commandement, tapis dans la forêt, loin de la réalité du front. Son chef appelle le général de division. Celui-ci aggrave la situation en lui donnant l'ordre de déménager de quelques kilomètres seulement dans une maison abandonnée sans téléphone ni électricité. Ce qui est dramatique, c'est qu'il quitte ici un PC parfaitement aménagé, avec des arrivées téléphoniques souterraines, donc préservées des bombardements aériens. Il quitte donc un lieu parfaitement aménagé pour aller dans un lieu où il n'y a rien en termes d'aménagement. C'est un ordre très curieux, en plein milieu d'une bataille qui a pour but d'enrayer l'avance allemande. Nos chefs sont sourds et aveugles. Ils n'utilisent pas le téléphone radio, interdit, mais le téléphone avec fil. Le fil est rompu, ils deviennent muets. Les chefs allemands, eux, sont informés de tout ce qui se passe grâce au téléphone radio. Sur le terrain, à la tête de leurs troupes, ils sont en liaison directe avec l'artillerie, les blindés et les avions d'observation. Ils donnent des ordres qui sont immédiatement perçus. Face à un obstacle, ils convoquent l'aviation en un tour de manivelle. Tandis qu'à Sedan, Guderian fait franchir la Meuse à ses chars, un peu plus au nord, Rommel a choisi cet endroit pour traverser. Une falaise cache la Meuse aux observateurs français juchés au-dessus. À l'aube, une brume complice monte du fleuve. Et pour l'aviation, ce 14 mai a été la journée la plus noire. L'aviation franco-britannique s'acharne au-dessus de Sedan. C'est la plus grande bataille aérienne de ce mois de guerre, juste pour détruire 3 ou 4 pontons. Nos pilotes n'y parviennent pas. La chasse allemande les surclasse dans les combats aériens. Les artilleurs allemands ont eu le temps d'installer une rampe de feu de 300 pièces. Enfin, les bombardiers alliés ont attaqué par petits paquets, au lieu de risquer le tout pour le tout dans une seule vague d'assaut. Plus de la moitié des centaines de bombardiers engagés sont abattus ou endommagés, pour rien. Le petit ponton derrière l'usine est toujours là. Pendant le cyclone, les Panzers ont continué à déferler. Au soir, ils seront plus de 500 de l'autre côté, qui vont se ruer dans les campagnes françaises comme dans du beurre. Pendant ce temps, en Belgique, la ligne de défense Anvers-Namur tient toujours. Nos chars ont bien résisté. Ce jour-là, les Allemands perdent 160 blindés en une seule journée. Mais est-ce vraiment un échec? L'offensive allemande en Belgique n'avait pour but que de fixer nos troupes, tandis que l'essentiel se passait au sud, en France. Le commandement français a fini par s'en rendre compte. Il donne l'ordre de quitter ses positions si chèrement défendues pour reculer sur nos frontières. Trop tard. Au sud, le fond de la Meuse a cédé. Les divisions allemandes se ruent dans le ventre mou du dispositif français. Entrée en scène des divisions de chars français pour tenter de stopper les Panzers. Quand les Panzers se mettent en mouvement, c'est par centaines. Quand ils attaquent, c'est en meute. Les Allemands ont 3000 chars. Ils les utilisent en 3 paquets de 1000. Nous avons aussi 3000 chars, mais nous les utilisons en 1000 paquets de 3. Le résultat de ce saupoudrage est catastrophique. À ce jeu, nous perdons tous nos chars.
Les Panzers sont moins épais et moins bien armés que les meilleurs des nôtres. Mais de ce fait, ils sont plus légers et rapides. Nos chars sont le résultat d'une doctrine militaire dépassée. Le blindage du meilleur est plus épais, mais il est lourd et gourmand en essence. Il tombe souvent en panne d'essence. Il est lent et peu maniable. Il ne convient pas à la manœuvre. Pour les stratèges français, la mission principale du combat revenait à l'infanterie. Comme en 14. Les chars n'ont pas de valeur offensive. Ils n'ont que des missions d'appui au service de l'infanterie. Il a fallu attendre la démonstration de l'efficacité des Panzers en Pologne pour qu'enfin, sous l'impulsion d'esprits clairvoyants comme le colonel de Gaulle, soient constituées 3 divisions blindées à vocation offensive. Ce sont ces 3 divisions blindées, rassemblées au dernier moment, qui reçoivent des chars tout juste sortis d'usine, servis par des chauffeurs et des canonniers qui souvent les utilisent pour la première fois. Ce sont ces 3 malheureuses divisions que nous jetons dans la gueule du loup. L'expérience et l'habileté des tankistes allemands nous coûtent 2 ou 3 chars pour un Panzer mis hors de combat. Résultat, le soir du 15 mai, en tête de sa colonne, Guderian croise ou dépasse des colonnes en fuite, des états-majors qui se sauvent, des hommes qui pleurent de rage ou de désespoir, des officiers qui veulent se suicider. Les colonnes motorisées allemandes foncent, lâchant l'infanterie qui les suit, souvent quittant la route afin d'éviter d'éventuels champs de mines pour rouler à travers champs, en renversant les clôtures. Rommel se heurte ici à la petite ligne de casemate tendue pendant la drôle de guerre entre la ligne Maginot et la mer. On l'appelait la ligne Maginette. C'est le bruit des ferrailles qui les a réveillés, disons. Ben oui, d'accord, mais... Les chars arrivent, les soldats là-bas du 84 réagissent, ils voient les 2 premiers chars arriver, ils pointent, paf, un qui flambe. Deuxième qui flambe. Avec un canon de 25, là, hein? C'était un canon de 25. Non, 37. C'est du enfin, 37. ça ne fait rien, c'est Ouais. pas grave. Voilà. Et alors, Rommel est passé par les pâtures. Et mon potager, il a arrêté sa colonne suite aux 2 chars incendiés, et ils sont grimpés sur le bloc sans que les soldats ne se rendent compte. Vous Ils avez étaient conçus pour tirer dans la allemand, tranchée hein? face à l'autre blockhaus. Ils les voyaient arriver dans la tranchée, et là on les canardait comme on voulait, parce qu'ils ne pouvaient pas remonter, c'était à brut. Alors on s'imaginait pas qu'ils pouvaient uniquement passer sur la route. Mais c'était tellement plus facile. Et il ne pouvait pas tirer sur la route du côté de la maison de M. Edgar, c'est pas Donc il pouvait tirer que dans un angle très étroit. très étroit. Donc le blockhaus ne servait à rien. En somme, non, puisque les Allemands arrivaient de derrière. Et puis ils sont arrivés par la Et route. c'est partout, c'était partout comme ça. Mais il ne prévoyait pas que les chars allemands allaient prendre la route. Allez expliquer ça, Gamelin. Hein. Ouais. Donc on a fait l'équivalent de centaines de kilomètres de fausses anti-chars pour rien. Pour rien, pour rien. C'est vrai. Rommel atteint Avesnes le soir. Il contourne la ville où des blindés français l'attendaient. Il décide de foncer à la tête de ses chars pendant la nuit, dans l'inconnu, tirant au hasard sur les côtés de la route, jusqu'à la ville suivante, Landrecy. Car il veut s'emparer du pont sur la Sambre avant qu'il ne soit détruit. Et il y parvient à l'aube. Parallèlement, Guderian a fait une percée fulgurante vers l'Oise. C'est ainsi que les chars du colonel de Gaulle sont dirigés vers Montcornet pour tenter de couper ce doigt. Les équipages n'ont pas de carte. Ils demandent aux paysans des calendriers des postes, qui contiennent une carte succincte de la région. Ils se perdent dans des marécages. Ils se trompent de cible, attaquent le mauvais village. Pendant le combat, faute de liaison, des estafettes courent entre les chars. Guderian écrira qu'il a vu des chars arriver à 2 kilomètres de lui et qu'en fin de journée, ils ont fait demi-tour. Pour lui, l'équipée du colonel de Gaulle n'a été qu'une gesticulation. Elle a été coûteuse puisqu'on y perd 90 blindés.
Surpris par l'avance foudroyante de ses colonnes blindées, Hitler veut marquer une pause. Il craint que les deux lèvres de la plaie française ne se referment. Il trouve sa victoire trop facile. Surestimant les Français, il redoute un piège mortel, une nouvelle bataille de la Marne. Pour la 3e fois, Guderian est sommé de s'arrêter, cette fois sous peine d'être relevé de son commandement. Pour la 3e fois, Guderian passe outre. Et il continue. Les colonnes de Guderian et de Rommel déboulent sur des axes parallèles. Elles atteignent Cambrai, Saint-Quentin, Péronne. L'infanterie suit comme elle peut. Ivre de fatigue, mais avec le sourire de la foi conquérante. Et souvent, elle ne prend même pas la peine de faire de prisonniers. La clé du succès de la Wehrmacht est là, la vitesse de déplacement de ses unités d'attaque. On est parti faire la guerre de 40 comme à la guerre de 14-18, exactement. Presque avec la même tenue, presque avec le même armement, avec la guerre de tranchées, avec le ravitaillement qui viendrait par bouteillon, avec tout ça, alors que c'était pas ça à la guerre. Quand on avait arrivé les Allemands, derrière les chars, quand on les avait arrivés, avec une petite chemisette, une petite musette sur le dos, et la mitraillette. Et drrrr, voilà, c'était ça l'armée allemande. Eux, ils avaient appris leur boulot. Et vous? Ben nous, on n'avait rien. On était encore vêtus comme, je vous dis, comme en plein hiver, avec la vareuse, avec le gros sac, avec la couverture et les godasses et la gamelle et tout ça. Voilà. Et on n'était vraiment pas partis pour faire cette guerre-là. Face à ces hordes qui suivent à marche forcée des capitaines ardents et admirés, que vaut l'idée de Weygand d'attaquer les flancs de l'avance allemande? Rien. Les mouvements de nos unités sont trop lents. Les Allemands ne sont jamais là où ils croient les trouver. Ils sont toujours plus loin, plus avant. Plus ils approchent de la mer, plus les bas-côtés des routes sont un capharnaüm, plus la coulée des réfugiés s'épaissit. L'exode a commencé par le départ des mieux informés, des riches, des notables, en voiture. Puis il y a eu, tantôt sur ordre, tantôt sans ordre, la fuite des fonctionnaires, la désertion des préfets, des maires, des gardiens de prison. Pire que tout est l'instruction donnée aux gendarmes de partir. Les commerçants qui avaient des voitures étaient déjà partis depuis quelques jours. Que va-t-on manger? Pas de boulanger, pas d'épicier, pas de boucher. Il fallait donc partir. Et puis ensuite, il y avait eu le bombardement le 18. On allait y laisser sa peau. Donc il fallait partir. Et nous sommes partis le 19 mai au matin avec le vélo, une valise sur le porte-bagages, une valise dans le cadre, les musettes, les havresacs, mon père, ma mère et moi. En laissant le chien, ce qui était un crève-cœur pour moi, étant donné qu'il m'avait vu naître. On voulait prendre la Somme pour traverser la Somme avant qu'il n'arrive. Manque de chance, ils étaient avant nous sur la Somme. Donc il a fallu repartir vers l'ouest pour dépasser les Allemands. Et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent devant nous. Donc on refait un demi-tour et on remonte sur Béthune. Alors j'ai vécu, moi, ce que c'est qu'un mitrailleuse par les Stuka. Le convoi est arrêté, bon, tout le monde se précipite dans les fossés, c'est la panique générale, les chevaux restent attachés ou, étant donné qu'eux aussi sont pris, et ils cassent leurs traits, ils s'en vont, ils passent sur les corps, les personnes impotentes sont en haut des chars et tombent par terre, enfin c'est l'apocalypse. Les avions repassent une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est un mitraillage systématique des civils et militaires, bien ordonné pour tuer. C'est l'apocalypse totale. Ce n'est qu'en arrivant à Terouanne, 50 km après, que nous sommes nez à nez avec, je ne sais plus quelle est la Panzer qui est là. Nous décidons de revenir au point de départ. Nous arrivons dans notre maison, ou ce qui reste de la maison, puisque c'est une maison complètement pillée, où nous ne retrouvons ni immeuble, ni chez soi.
les rideaux arrachés, les fenêtres cassées, Tout est par terre. Tout est par terre. Par qui? Et là, ce que font mes parents en arrivant, ben, ils se mettent à pleurer parce qu'ils sont complètement ruinés. Donc nous avons fait 300 km à pied pour rien. Les populations ont eu le sentiment que les pouvoirs publics les avaient abandonnés. Le gouvernement, qui n'avait jamais imaginé possible un tel écroulement, est incapable d'organiser l'évacuation. Pas de camp, pas de vivres, pas d'infirmerie. Les effets d'une propagande mensongère et de l'absence d'informations vraies ont fait que les gens ne savaient plus s'il fallait rester ou partir. Les tankistes de Guderian atteignent Abbeville. Après avoir parcouru la distance record dans l'histoire des conquêtes militaires de 110 km en une journée. Auparavant, l'aviation allemande avait commis l'assassinat d'Abbeville, gratuit, inutile du point de vue stratégique, n'a servi qu'à répandre la terreur. Les Panzers ont dû contourner la ville brûlante. Le soir même, 3 automitrailleuses atteignent la baie de Somme. La Manche est atteinte. Le plan a été appliqué comme prévu. Les armées alliées sont prises au piège. Les Allemands resserrent leurs mâchoires sur la poche où sont enfermés 1,5 million de soldats alliés. Repli des Anglais sur Dunkerque. Les Panzers remontent vers les ports du Nord. Ils bousculent les troupes françaises prises à revers. Boulogne tombe le 25 mai après des combats acharnés. Calais le lendemain. Le repli des Britanniques est favorisé par une résistance de plus en plus déterminée à la poussée allemande. À Maubeuge, par exemple, la ville des forts, bien mal préparée à se défendre. On y a commis exactement la même erreur d'installation des canons qu'en 1914. Les canons étaient enterrés dans des excavations de 6 mètres de profondeur. Et avec les tubes qui dépassaient. Et ils étaient orientés vers la Belgique. On n'a jamais pu les retourner, étant donné que les Allemands sont arrivés derrière nous. Et par là. Par le sud. Ma batterie n'a pas tiré du tout. Pas un coup de canon, on ne pouvait pas la retourner, on ne pouvait pas tirer. On n'avait pas prévu que les Allemands pouvaient avancer et prendre le fort par le sud. Moi, c'est pas moi qui commandais. Par-dessus le marché, notre état-major qui se trouvait à Neufménil, notre état-major est parti à la Longueville sans nous prévenir. Et comme nous n'avions pas d'ordre d'ailleurs, nous n'avions pas d'ordre d'ailleurs du tout. J'ai dit au capitaine Bayard, mais mon capitaine, il y a des obus on en avait. On avait des obus, ils étaient en des cas. Mais nous n'avons pas de grenades. Il m'a répondu, ça je vous jure qu'il m'a répondu ça, il m'a répondu, pourquoi pas des baïonnettes, Leclerc, il m'a dit. Ailleurs, des hommes se font effectivement tuer en chargeant à la baïonnette plutôt que de se rendre. Des unités isolées de soldats nord-africains font preuve d'un courage exemplaire. À Bouchain, par exemple. Habitués à avancer dans du mou, les Allemands ne supportent plus qu'on leur résiste. Ils confient à des SS le soin de nettoyer les poches de résistance à leur manière. Les massacres de Wagny sont un des grains d'un chapelet d'atrocités commis sur leur route. On a entendu un Allemand descendre, on a vu une lampe torche, mais nous étions dans une petite cavette. Alors l'Allemand est descendu, aucun bruit, nous étions 14, 15 personnes peut-être. Un enfant avait pleuré la veille, il ne pleurait plus. Un chien avait aboyé, il n'aboyait plus, silence total. Brutalement, un cri, Raus. Le soldat est remonté, s'il était descendu 2 ou 3 marches plus, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui pour raconter mon histoire. On était nombreux dans la cave, hein. Alors ils ont rentré, puis un grand coup de pied dans le derrière, moi j'en ai eu un, mon père aussi. Et ils nous ont fait sortir, et puis là, c'est là en route, on a vu des cadavres. Juste dans la cour de l'école, on a passé en face, sur la rue, là, sur le trottoir. Tout le long de la route, le feu, et des cadavres à droite, à gauche, des chevaux. Le ventre gonflé. Une famille entière, des parents et des enfants. Oui. Ils ont été fusillés en remontant de la cave, vous savez. Ils les ont vus remonter. L'un après l'autre, oui. Ils nous ont alignés dans la cour.
La mitrailleuse qui était en batterie, elle était prête à faire feu sans aucun doute. Et mon père m'a toujours dit qu'il y avait un officier qui avait donné l'ordre d'arrêter le massacre. Quand on est rentré, sur le coup de midi, je me souviens même que ma mère a fait des frites, je ne sais pas pourquoi, elle a fait des frites, et puis on a salé les frites avec du sucre. Hitler juge que ces divisions blindées sont trop exposées. Il leur donne l'ordre express de s'immobiliser sur une ligne qui longe les canaux, d'Arras à la mer du Nord. Pour les Britanniques, c'est un répit inespéré. Ils ont le temps de protéger leur repli sur Dunkerque. La Wehrmacht a mis 13 jours pour parcourir 500 km. Elle en mettra autant pour faire les derniers kilomètres jusqu'à Dunkerque. Le terrain est prêt pour un grand coup de théâtre. L'aviation allemande a rasé la ville et coulé tout ce qu'elle pouvait dans le port pour empêcher le réembarquement des troupes anglaises. Des batailles de retardement ont fortement contribué au succès de l'évacuation de Dunkerque. À Lille surtout, où 7 divisions sont encerclées. Elles tentent en vain de sortir de ce chaudron de sorcières. Des affrontements ont lieu dans les faubourgs, rue par rue. Après avoir épuisé leurs munitions, les Français se rendent. La grande place de Lille est le théâtre d'un spectacle désuet dans une guerre sauvage. L'état-major allemand rend à des compagnies françaises les honneurs de la guerre parce qu'elles se sont bien battues. Elles défilent avant de prendre le chemin de la captivité. Dans les Flandres, les arrière-gardes britanniques se battent jusqu'au bout. Des SS fous de rage abattent froidement dans cet abri des dizaines de soldats britanniques. Et ils jettent les survivants dans une mare. Au fur et à mesure qu'on approche de Dunkerque, les routes qui traversent les polders, qui ont été inondées pour gêner l'avance allemande, offrent le spectacle hallucinant du matériel abandonné et saboté. Quand les Allemands donnent l'assaut final le 1er juin contre la poche de Dunkerque, les soldats français tiennent ferme. Leur héroïsme permet à l'évacuation miracle de se produire et d'entrer dans la légende. Il y a un bateau qui s'est amené. Et il s'est amené vers nous. Alors on a compris qu'on était à moitié sauvés. Alors le bateau a accosté à 6h30. Et à moins de 6h45, il y a eu 2500 hommes d'embarqués. Au pas de gymnastique. 4x4. Et le bateau est parti tout de suite. Vous avez été bombardé ou mitraillé par l'aviation? Oui. Ah, sitôt sorti du port... Tout le long de la route, si on peut appeler ça une route, il y avait des petits bateaux de pêche à la queue leu-leu, chargés de 10, 12 casses passagers. Et alors, entre deux, il y avait des bateaux qui étaient coulés, il n'y avait que le mât qui dépassait. Quand on est arrivé en Angleterre, là, on a crié ouf. Le port est vite devenu impraticable. Les soldats campent dans les dunes en attendant le bateau providentiel. Hervé Isidore a vécu un drôle de week-end devant le sanatorium de Zuidcote. On était un groupe de 5 et on avait perdu tous nos copains. Quand nous sommes arrivés ici, il y avait déjà des milliers et des milliers de soldats. Et on nous a dit, ben, vous allez attendre, il y a des barques qui vont venir vous chercher pour conduire au bateau. On a attendu, les barques sont arrivées. Et quand on a essayé de monter dans les barques,
C'était d'abord les Anglais qui avaient la priorité. Et quand on essayait à notre tour de monter, ben, ils nous ont tapé sur les doigts avec les crosses pour nous éviter de monter dans les barques. En nous disant « go home, go home, go home », d'un air de dire « fous-moi le camp ». Vous en avez voulu aux Anglais? Ben non, parce qu'on en aurait peut-être fait autant, hein, quand... 3 ou 4 fois, on a essayé de monter. Et à chaque fois? Ah oui, à chaque fois, il n'y avait rien à faire, ils nous tapaient dessus. On a tout essayé pour monter dans les barques, il n'y a rien eu à faire. Ils voulaient d'abord sauver leurs troupes, les Français après. Et on s'est renseigné, ils nous ont dit, vous ne pouvez pas, vous êtes qu'à 5, il faut chercher un officier ou un sous-officier qui puisse au moins vous tenir compagnie et prouver que vous êtes bien des soldats français, pas des Allemands. On a donc cherché sur la plage pour trouver un officier. On n'a jamais trouvé personne du 110e régiment d'infanterie. On est donc revenu dans les dunes, et là on a attendu. On est resté là 3 jours, les Stukas arrivaient par groupe, ils mitraillaient, ou alors ils jetaient des bombes, et il a fallu se mettre à l'abri. Et on avait creusé chacun notre trou individuel pour se mettre à l'abri, bien sûr. J'avais un copain qui s'appelait Enbert, et qui m'a dit, viens avec moi dans mon trou, si on doit être tué, on sera tués tous les deux. Et la vague d'avion est passée, les bombes sont tombées, on a entendu un sifflement terrible, on a dit, ça y est, c'est pour nous cette fois-là. Et puis quand les avions sont partis, quand on est sorti du trou du copain, dans mon trou étaient tombées les bombes. J'ai plus rien retrouvé de mes papiers, de ma veste, rien du tout. Tout était pulvérisé. Les Allemands entrent dans Dunkerque le 4 juin. Ils font 35 000 prisonniers. Mais 340 000 soldats, 10 fois plus que prévu, dont 130 000 Français, ont pu s'échapper. La plupart des Français rescapés en Angleterre sont aussitôt réexpédiés en France pour y continuer le combat. En fait, la plupart finiront leur incroyable périple prisonniers des Allemands. Les soldats de la Wehrmacht peuvent souffler pour la première fois sur des plages qui présentent un visage d'épouvante. Au soir de Dunkerque, nous avons perdu le meilleur de nos armées, les 3/4 de notre matériel. Après Dunkerque, les Allemands jettent toutes leurs forces sur notre ligne de défense. Elle s'étire de la ligne Maginot à la baie de Somme. C'est la ligne de la dernière chance. Pour contrer l'assaut allemand prévisible, le commandement français avait lancé son unique contre-offensive de toute la guerre. Elle s'est déroulée au sud d'Abbeville. Il s'agissait de résorber une grosse poche allemande. Pendant 5 jours, la plus grosse concentration d'artillerie et de blindés franco-britanniques, 500 chars, tout ce qui nous reste, a tenté de déloger les Allemands. Et un colonel qui vient d'être promu général a tenté de s'y illustrer, Charles de Gaulle. Il faut prendre le mont Cobert qui n'est défendu que par quelques poignées de batteries anti-chars allemandes. Contrairement à ce qu'il recommandait dans ses ouvrages, de Gaulle lance ses chars sans manœuvrer, en ordre dispersé, à découvert, un peu comme ses tracteurs. Le résultat est une hécatombe. Nous n'avons plus que des miettes face à l'assaut allemand qui se déclenche le 5 juin. Ces combats frontaux sont parmi les plus durs, les plus sanglants de la guerre. Le rapport des forces est très défavorable aux Français. 2 contre 1 pour les hommes, 4 contre 1 pour les blindés. Des régiments entiers disparaissent dans des combats désespérés. Au bout de 3 jours, les Allemands enfoncent notre ligne de défense. Rommel avait personnellement choisi ce pont de chemin de fer pour franchir la Somme avec ses blindés. Et il avait repéré ce vallon pour les mettre à l'abri.
Le 8 juin, le front vole en éclats. Les Panzers foncent à travers champs vers la Normandie, vers l'île de France. L'armée française s'effondre définitivement. La panique gagne tout le pays. Elle jette 5 millions de civils sur les routes. La suite est connue. Le gouvernement s'est enfui pour se réfugier à Bordeaux. Reynaud cède sa place à Pétain, qui demande aussitôt l'armistice. C'est le plus beau jour dans la vie d'Adolf Hitler. Pétain dit aux Français qu'ils doivent expier leurs fautes passées avant d'espérer une rédemption. De Gaulle affirme depuis Londres que la guerre n'est pas finie. En France, en tout cas, on ne se bat plus, puisque Pétain a dit qu'il fallait cesser les combats. Quand les Allemands apparaissent, des unités entières se constituent prisonnières d'elles-mêmes. Ils seront bientôt 1 600 000 captifs, à se laisser docilement diriger par des gardiens peu nombreux vers les stalags d'Allemagne. Les combats ont fait 75 000 morts dans les rangs français. Ce sont des pertes comparables au pire moment de la Grande Guerre. C'est dire que, contrairement à une légende indigne de leur mémoire, beaucoup de nos soldats se sont vraiment battus. Mais le tragique est là, ils se sont battus dans de très mauvaises conditions, souvent pour rien. Nos chefs n'ont pas su penser cette guerre. Mais les états-majors ont travaillé avec les instructions du gouvernement, lui-même issu d'un parlement, représentant la collectivité tout entière. Au lieu de nous préparer à contrer la menace nazie, nous avons cultivé la mésentente entre classes sociales, la haine d'une république indifférente aux compétences, qui s'est épuisée dans la succession de 17 gouvernements en 7 ans, le traumatisme dû aux pertes du conflit précédent, le pacifisme général, l'esprit défensif, le béton de la ligne Maginot remplaçant les poitrines, ont précipité la faillite de la nation. Il a fallu l'effondrement pour que se lève un nouvel espoir. Contrairement au rêve des poilus de Verdun, la Der d'Eder n'a pas été 14-18. La vraie Der d'Eder a été mai 40. Il a fallu cette guerre de plus, la 3e avec l'Allemagne, pour qu'on se dise enfin, plus jamais ça, plus jamais une telle violence, tant de haine. Et nous nous sommes réconciliés avec les Allemands, nous avons fait l'Europe ensemble, et enfin, nous pouvons goûter au plaisir d'une vie paisible, sans crainte du lendemain.